Je me demande ce qu'on va entendre le plus en bruit de fond. Est-ce que c'est mon fils qui va exprimer sa joie ou est-ce que c'est mon mari qui va lui demander de se taire parce que je filme la vidéo? Je ne sais pas. Les deux se valent, je pense, hein. On verra bien. Ça fait énormément de temps que je ne vous ai pas fait de bilan lecture et je me suis rendu compte que ces 4 derniers mois, j'ai énormément lu. Pourtant, je vous ai fait aucun bilan depuis fin juillet. Donc c'est parti pour le bilan lecture du mois d'août, septembre, octobre, novembre d'un coup. J'espère que vous avez du temps, prenez-vous un petit thé parce que là vraiment, il va y en avoir besoin. J'ai commencé le mois d'août avec le préquel de Kéléana. Donc là, on va suivre à l'intérieur 5 petites histoires avec des personnages qu'on n'a encore jamais rencontrés dans les 3 premiers tomes. J'ai pas envie de vous dire un petit peu ce qui se passe dans la saga Kéléana parce que c'est une saga qui est, je trouve, assez particulière dans le sens où ce qu'on découvre dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est pas du tout ce qu'il va avoir dans la suite. À partir du tome 3, il y a un énorme tournant dans la saga et étant donné que je l'ai lu après le tome 3, j'ai pas envie de vous spoiler, il faut vraiment que vous le découvriez. Mais cette saga-là va introduire en fait avec ce tome des personnages qu'on va voir à la suite, donc dans le tome 4.1, 4.2. Je suis actuellement en train de lire le 5 et le 6 en tandem, donc lisez celui-ci. Après le 3, je trouve que c'est vraiment parfait. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé cette lecture. C'était hyper sympa dans le sens où on va découvrir une autre facette de Kéléana et on va découvrir un petit peu comment elle est devenue la personne qu'elle est maintenant. Je vous en dis pas plus. J'ai continué ensuite avec un service presse, Le Chemin de la Dame. On va suivre 2 jeunes hommes, mais j'ai oublié leur nom, alors je vais les chercher immédiatement sur internet. Michel et Antoine. Donc, Michel et Antoine sont en pleine guerre, ce sont de jeunes adultes, hein, ils ont 17-18 ans, et en pleine guerre au front, directement, du coup en 1917. Lors d'une mission, vous avez l'un des 2 jeunes hommes qui se fait grièvement blesser et qui vient même à mourir. Quand le premier retourne dans son village natal, il va revoir un petit peu tous ses amis d'enfance et il va essayer de survivre plus que de vivre après cet épisode absolument traumatique. Et en parallèle, il va y avoir énormément de choses mystérieuses qui vont se dérouler dans le village, qui vont amener à se poser des questions sur qui est l'auteur et le coupable de ces mystérieux événements. C'est un service presse que j'ai eu sur NetGalley, écrit par Marie-Noël Pichot et édité par Gulfstream. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment. On est sur un récit qui est pour une cible assez jeunesse, mais dont la plume a tout d'une grande. Clairement, c'est pas quelque chose où on effleure à peine les intrigues et les personnages. Pas du tout, on rentre vraiment dans une psychologie qui est, je trouve, très très intéressante. On est sur du fantastique, clairement. C'est un livre plein de mystères qui vous fait vous poser énormément de questions, mais à un moment donné, vous avez un déclic et vous comprenez vraiment absolument tout. J'ai beaucoup aimé les personnages et surtout leur vécu. On voit vraiment qu'à cette époque, les jeunes de nos âges, enfin de l'âge que j'avais il y a 10 ans, avaient beaucoup plus de responsabilités et beaucoup plus de vécu que ce qu'on peut avoir maintenant. Vraiment, leurs souffrances et leurs cicatrices sont très présentes. Et vraiment, ce livre, j'ai beaucoup aimé. Il m'a vraiment transportée dans son histoire. J'ai continué le mois avec Butcher et Blackbird des éditions Verso, écrit par Brynne Weavers, où là on est sur une rom-com un peu gore, je dirais pas dark romance parce que la romance entre les deux n'est absolument pas dark, malgré que les deux soient des personnages qui ont de sérieux troubles, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, mais on va suivre du coup Sloane et Rowan. Donc vous avez Sloane qui est une tueuse en série renommée et vous avez Rowan qui est aussi un tueur en série renommé. Les deux vont se rencontré malencontreusement, ou plutôt fort heureusement pour Sloane, puisque c'était sur l'une de ces scènes de crime où elle était emprisonnée et où clairement elle a failli y passer. Le jour où Rowan pose pour la première fois les yeux sur Sloane, il tombe immédiatement amoureux et pour la revoir, il a une idée un petit peu macabre. Il va faire un jeu qui consiste en fait tout simplement à tuer des criminels. Moi, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ils vont donc tuer des criminels et d'autres tueurs en série pour pouvoir avoir le tueur en série suprême.
Donc tous les ans, ils vont se retrouver et on va suivre le couple au fur et à mesure des années se retrouver et jouer à ce petit jeu. C'est très marrant, je trouve. Vraiment, l'humour est fort présent, mais aussi c'est quand même assez gore, très descriptif. J'ai trop hâte de lire la suite. J'ai toujours pas lu le tome 2, donc qui suit le frère de Rohan, mais j'ai trop hâte parce que vraiment, c'était à mourir de rire. Et vu que je me suis dit que j'avais bien aimé cette rom-com un peu loufoque, je voulais continuer dans le côté dark. J'ai décidé de m'attaquer, je pense, au pire livre dark que je n'avais jamais lu jusque-là. Je parle de L'ombre d'Adeline de H.D. Carlton. Attention, ce livre, comme Butcher et Blackbird, interdit au moins de 18 ans. J'insiste bien sur ça puisque celui-ci est... En fait, j'essaie de trouver des qualificatifs plutôt sympas pour le décrire. Malheureusement, j'en aurais pas. Il est vraiment spécial. Dans son genre, il est vraiment, je trouve, choquant. Clairement, je lirai pas la suite. Je suis désolée, vous entendez certainement mon fils. Les deux personnages sont complètement timbrés, mais pas dans le bon sens du terme. De toute façon, est-ce qu'il y a un bon sens pour décrire timbré? Je ne pense pas. La relation entre les deux est ultra toxique, ultra néfaste. Les actes qui sont dans ce livre sont clairement punis par la loi. Hein. Je pense qu'il faut bien remettre les choses en contexte. Quand je vois que certains trouvent que Zaid ferait un bon petit copain, j'ai envie de leur payer des séances de psychiatrie. Si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais vous la résumer un petit peu, mais on va suivre Adeline qui vient d'emménager dans le manoir de sa grand-mère. Dans ce manoir-là, elle va trouver des lettres, donc qui vont parsemer un petit peu tout le livre, donc des lettres où elle va découvrir que sa grand-mère avait un stalker et qu'elle est visiblement tombée amoureuse de lui. Mais sa grand-mère est morte d'une mort assez mystérieuse justement dans ce manoir et c'est pour ça que la mère d'Adeline ne voulait pas y emménager et avait essayé de se séparer du manoir. Pendant qu'elle emménage là-bas, Adeline va faire une terrible découverte, elle aussi, à un stalker et elle aussi, au fur et à mesure, va tomber amoureuse de lui. Ce stalker, c'est Z. Z qui a un passe-temps tout aussi particulier que nos deux gus dans Butcher et Blackbird. Mais Z est clairement un timbré. Ouais, mais vraiment lui il fait peur. Il n'y a pas d'humour dedans. Il fait juste très peur. Les filles, si vous tombez sur un mec comme Zaid qui s'infiltre chez vous, mais fuyez. Fuyez. Déjà appelez la police, dénoncez-le et fuyez. Il n'y a rien d'autre à faire. Autant le personnage d'Adeline, je l'ai trouvé plutôt abouti, ça a collé, mais alors le personnage de Z, je l'ai trouvé complètement raté, puisqu'en fait, il va prétendre défendre des causes, défendre des femmes, alors qu'il fait subir à Adeline tout ce pourquoi contre il se bat. Vraiment, dissonance cognitive plus pour ce personnage. Du coup, j'ai vraiment pas accroché puisque toutes les actions, j'avais envie de dire, non mais oh, au bout d'un moment, faut capter. Surtout, j'ai pas aimé le fait que la meilleure amie d'Adeline et Adeline arrivent à trouver des excuses à Z. Parce que ce qu'il fait, c'est absolument pas excusable. Entendre le oui, c'est pas bien, mais au bout d'un moment, moi je ne peux pas. En août, j'ai lu un autre service presse, Eidolon, dans l'ombre de sa lumière. Dans ce livre-là, on va suivre, j'ai oublié encore son nom, Ténébrae. Voilà, Ténébrae, c'est cette jeune femme qui a un pouvoir de la nuit et qui va arriver dans une école, donc l'école de Noctem. L'école de Noctem, c'est le seul endroit au monde où les deux mondes peuvent survivre et cohabiter ensemble. C'est-à-dire que Ténébrae vit vraiment dans le monde de la nuit et son ancienne meilleure amie vit dans le monde de la lumière. Et elles vont se retrouver toutes les deux dans cette école et malgré ses petites hormones et ses envies je vais y arriver, d'étudiante, elle va devoir tout faire pour réussir son année et il y a quelque chose qui va quand même bien la freiner, c'est que comparée à tous ses amis, elle n'aura absolument aucun pouvoir. Ce livre m'a été gentiment envoyé par Noémie Aquin. J'ai vraiment apprécié cette lecture, elle se lit très vite. Vous avez une petite vibe Harry Potter à l'intérieur, mais j'ai trouvé quand même que les actions étaient trop soutenues. Ça allait trop vite, on n'entrait pas assez dans les détails. J'ai trouvé ça dommage. Je pense qu'on aurait pu faire un livre beaucoup plus qualitatif en rentrant un petit peu plus dans la tête des personnages, dans leurs sentiments et en développant un peu également leurs relations. J'ai lu ensuite Angélion, donc de Justine Tifagne. Je vais enfin réussir à dire son nom. Je suis terriblement désolée. À chaque fois que je fais une revue sur ces livres, je dis Tifagne et pas Tifagne, alors qu'elle s'appelle bien Tifagne. Bref, j'ai lu Angélion que j'avais acheté lors des
promo All Star. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Du coup, bah, forcément, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 à la sortie du tome 2 pour avoir ma dédicace qui est absolument sublime. Vraiment très jolie dédicace avec un superbe tampon. On va suivre l'histoire de Lilium. Donc Lilium, c'est une jeune femme qui a malheureusement perdu sa mère à la naissance. Disons que vous allez le découvrir très vite, hein, mais lors de son accouchement, le village de sa mère a été attaqué. Elle s'est retrouvée perdue dans la nature. Elle a accouché malheureusement toute seule. Et Lilium a donc été adoptée par une femme aimante, avec une autre fille qu'elle a adoptée, du coup une petite sœur que Lilium va apprendre à découvrir et va énormément s'attacher. Sauf que cette petite sœur, elle a encore le souvenir de ses parents et elle va vouloir sortir pour retrouver ses parents. Elle fait ça la nuit. Malheureusement, la nuit, il y a des créatures qui rôdent. Des créatures qui veulent qu'une seule chose, manger les humains. La seule chose qui éloigne ces créatures, c'est l'angélion. Donc c'est la lumière divine de la déesse qui porte le même nom. Donc cette sœur va sortir pendant la nuit et Lilium va donc aller à sa recherche pour la retrouver. Lorsqu'elle la retrouve, ils se font attaquer et Lilium va faire une découverte aussi terrible que magnifique. Elle produit elle-même de l'angélion. En fait, son... Oh, j'ai un moucheron là. Son corps va exploser, de l'angélion va sortir d'elle et elle va réussir à sauver sa sœur. Génial, vous me direz, elles sont saines et sauves toutes les deux. Oui, sauf que quand les gardes voient ça, ils vont venir chercher Lilium et ils vont l'emmener dans un camp pour qu'elle s'entraîne puisque elle n'est pas la seule. Elle va donc partir s'entraîner et vous allez découvrir tout un système politique et toute une prophétie qui va tourner autour de Lilium. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le reste. Je pense que j'en ai dit pas mal, mais là on est même pas sur la première moitié du livre, hein. Vous allez vraiment en découvrir beaucoup plus. J'aime beaucoup la plume de Justine Tiffany. Je trouve qu'elle s'améliore au fur et à mesure des chapitres et c'est pareil vraiment dans le 2. C'était très plaisant à lire. On est sur un univers assez dark. Attention, Justine adore tuer des enfants. Je le mets ça comme ça parce que moi c'est un de mes plus gros trigger warnings, la mort des enfants. Justine adore en tuer dans ses livres avec des descriptions très précises et moi clairement ça me... C'est tout ce qu'il me faut pour me faire chialer. Clairement, mais j'ai tellement hâte, j'ai lu le 2, je vais vous en parler juste après, mais j'ai tellement hâte d'avoir le 3. Et enfin, pour conclure ce mois d'août, j'ai lu Bravoure de John Gwynne, donc c'est la suite de Malice, qui est la saga des Terres Bannies, où on va suivre un groupe de personnages qui mènent une guerre contre le retour des géants. On est sur un univers inspiré nordique, clairement. On est sur une histoire très ancrée dans la population. On est sur un world building hyper bien établi, hyper complexe, un système de magie et on est surtout sur un récit qui reste certes très manichéen, mais avec des personnages qui sont quand même pas mal nuancés. C'est-à-dire qu'on va avoir clairement le bien contre le mal. Vous allez avoir les géants qui vont revenir et une prophétie qui va parler d'un élu. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages jusqu'à savoir ou pas qui est cet élu. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de personnages, vraiment je plaisante pas. Je pense qu'on est sur des personnages hyper présents, une bonne cinquantaine, des personnages tout le long du récit, au moins 150 facile. On est vraiment sur un récit hyper dense. Je l'avais beaucoup annoté, le premier. Le deuxième, étant donné que j'avais les bases, j'avais un petit peu le fonctionnement, système de magie, système religieux, etc. J'avais vraiment annoté que l'essentiel, on va dire. Mais ce livre, je l'ai moins bien aimé que le tome 1 parce que je trouve qu'il se passe trop de choses dedans. J'aime bien les livres où il y a de l'action, mais quand il y a trop d'action et pas assez de temps de repos, bah en fait ça me plaît beaucoup moins. Vraiment ce livre on n'arrête pas. On suit plusieurs personnages qui sont tous on va dire pressés par le temps et par les ennemis qui leur courent derrière et ils passent leur temps à fuir. Vraiment c'est que ça dans ce livre. C'est la fuite, la fuite, la fuite, la fuite. Vite il faut survivre. Et on entre beaucoup moins dans l'aspect politique, dans l'aspect manigance alors que c'est vrai que dans le tome 1 on avait beaucoup plus cet aspect là. C'est pour ça que le tome 1 ça avait été un coup de cœur. Le tome 2 quand même un peu moins. On a fini le mois d'août, on y va pour le mois de septembre. J'ai commencé avec un service presse, donc Wicked de Jennifer L. Almentrout, où c'est la même autrice que la saga Le sang et la cendre
Là, c'est sa première saga fantasy, il me semble. C'est une romantasy aussi pure et dure, hein, avec des personnages hyper stéréotypés, on va pas se mentir. On va suivre Ivy qui travaille pour l'Ordre, et en fait, l'Ordre, c'est des groupes d'humains qui combattent les failles. Dans ce livre-là, les failles sont méchants, clairement. Un petit peu comme Prince Cruel, je vais y arriver. Donc ils sont cruels, ils sont méchants, mais ils s'immiscent dans le monde des humains et ils se déguisent. Ivy a la capacité, comme tous ceux qui travaillent dans l'ordre, de les voir, de voir à travers leur charme. Et ben, quand ils les voient, bon, en fait ils passent leur temps clairement à les chasser et à les tuer. Un soir, Ivy, elle tombe sur un fae hyper puissant qui a des capacités que nul autre fae a. Elle en réfère bien évidemment à ses supérieurs, et ses supérieurs se foutent éperdument de sa tronche, puisque pour eux ça n'existe pas des failles comme ça. Donc ils passent un petit peu l'information outre et ils disent bon bah continue ta vie, t'as failli mourir, tant pis, dommage, la prochaine fois tu feras attention. Sauf qu'il y a une personne qui la croit, et c'est Ren. Ren, c'est ce mec, vous savez, le beau brun ténébreux qui adore faire des blagues, des boutades, et qui est là en mode waouh, tout le monde m'aime. Bref, Ren la croit et ils font équipe pour pouvoir démasquer ce fae et remonter un petit peu tout le fil des informations. J'ai bien aimé ce livre, donc c'est un service presse que j'ai reçu par Roncière. Merci, hein, j'ai bien aimé ce livre, mais par contre, j'ai détesté le personnage de Ren. Vraiment, je déteste ce genre de personnages comme ça, qui se mettent tout le temps en avant, qui font des blagues beaufs et sexistes au plus haut point. J'aime pas, vraiment. À chaque fois qu'il ouvrait sa bouche, j'avais envie de lui dire « tais-toi ». Cela dit, ça ne m'a pas empêché de l'apprécier. Je lirai sûrement la suite, puisque je trouve que ça fait partie de ces livres que je catégoriserai comme plaisir coupable. Vraiment, on sait qu'il y a 1000 fois mieux, mais on peut pas s'empêcher d'apprécier. J'ai ensuite continué avec le tome 2 de la saga L'Empire des Vampires, donc L'Empire des Damnés de J. Christophe. Le tome 1, ça avait été un coup de cœur phénoménal. J'ai un Discord, j'en ai longuement parlé sur le Discord, j'ai insisté pour que tout le monde le lise. Tout le monde, enfin, toutes celles qui aiment les fantaisies adultes l'ont lu, et toutes celles qui l'ont lu l'ont trouvé absolument phénoménal. Si vous n'avez pas encore démarré la saga de J. Christophe sur l'Empire des Vampires, allez-y. Si vous aimez les fantaisies adultes, c'est sûr et certain que vous allez l'apprécier celui-ci. Un rapide synopsis du tome 1, on va suivre Gabriel qui est un saint d'argent. Donc les saints d'argent, ce sont les hommes, que des hommes d'ailleurs, d'une confrérie qui combattent les vampires. Les vampires ont clairement la mainmise sur le royaume dans l'Empire du Vampire, hein, ça porte très bien son nom, puisque depuis des années, vous avez le soleil qui a disparu, et ce qui permet aux vampires de se trimballer à toute heure du jour et de la nuit, et même quand on dit jour, c'est plutôt de la grisaille. Gabriel est emprisonné par Jean-François, donc qui est un vampire, et il l'interroge pour savoir où est le Graal. Le Graal, c'est possiblement ce qui pourra mettre fin à la perte du soleil et qui pourra en fait revenir les journées. Vous allez suivre du coup tout au long du récit Gabriel qui va raconter sa vie. On va avoir plusieurs temporalités dans le tome 1. Dans le tome 2, par contre, on n'a qu'une seule temporalité, mais avec plusieurs points de vue. Je vous en dis pas plus, puisque si vous n'avez pas lu le tome 1, vous ne pourrez pas savoir quel est le deuxième point de vue. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre, même si pas autant que le premier. Je pense que je l'ai lu dans un moment où il fallait pas vraiment, et du coup j'ai un peu moins apprécié la subtilité de la plume de J. Christophe. Cela dit, ça reste clairement un monument. C'est un livre qu'il faut lire, il est absolument incroyable. J'ai eu un autre service presse par NetGalley par la suite, c'est Les Lys de Feu, donc qui est un livre audio cette fois-ci, donc que j'ai écouté. J'ai beaucoup aimé, on va suivre l'histoire de Lily qui a des visions pour voir l'avenir. Un jour, elle va voir l'une de ses amies proches mourir et elle va commencer à mener son enquête. Elle va découvrir qu'énormément de femmes meurent de la même manière qu'elle a vu l'une de ses plus proches amies mourir, et elle va essayer d'en découvrir un petit peu plus. Elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule à avoir des pouvoirs, et son enquête va la mener au fur et à mesure, de fil en aiguille, à une organisation un petit peu plus importante que ce qu'elle ne pensait trouver. Les livres audio, je trouve que c'est bien, mais on accroche quand même un petit peu moins. Disons qu'on est un petit peu moins happé, surtout que les livres audio, c'est ce que je lis quand je suis à la salle de sport, parce que oui, il faut bien essayer de se bouger de temps en temps, mais du coup, on est un petit peu moins attentif aux détails, et je suis persuadée que si j'avais lu ce livre en papier,
j'aurais beaucoup plus apprécié mener l'enquête. Cela dit, étant donné que c'est un livre audio, je me suis complètement laissée transporter et j'ai pas essayé de fouiner et de chercher des indices comme je fais habituellement. Je suis une lectrice qui adore fouiner et chercher des indices. Et là, sur le livre audio, je me suis vraiment totalement laissée transporter. C'était une autre expérience que je renouvellerai probablement. Encore un service presse. Le mois de septembre, c'était clairement le mois des services presse puisque pour l'été, j'avais fait énormément de demandes de services presse pour la sortie littéraire. Je m'attendais pas à en recevoir autant. Du coup, j'ai reçu également Tisseur de roi de Lydia Brasington. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est clairement le livre plaisir coupable par excellence. On est sur quelque chose de très simple, de très fluide, qui se lit très facilement, avec des personnages niés au plus haut point, faut l'avouer, hein, clairement. On va pas dire que la protagoniste principale qui s'appelle Neyla soit très futute, non, elle est plutôt dans la team nunuche, mais j'ai trop aimé, j'ai trop passé un bon moment, surtout après avoir fini l'Empire des damnés, ça m'a fait un bien fou, en sachant également que j'ai repris le travail en même temps, donc il me fallait des livres qui soient plus simples pour ne pas trop me compliquer la vie et celui-ci c'était parfait. On va suivre l'histoire de Neyla qui est une tisseuse et les tisseurs dans son monde, enfin la magie de manière générale est interdite. Elle vit sous les souterrains et elle passe sa vie en fait à essayer de sauver ceux qui sont condamnés par le roi parce que la magie est interdite. Donc elle va essayer de les exfiltrer du pays et de la ville. Un jour, elle va se faire surprendre et elle va avoir une mission pour pouvoir essayer de sauver sa famille. Puisque toute sa famille est capturée, le roi va lui dire « Ok, si tu veux que ta famille soit libérée, il n'y a pas de problème, mais toi, tu vas partir avec Tristan. » Tristan, aka le garde hyper taciturne, hyper grognon, hyper grumpy, d'accord? Et tu vas aller dans la cour de mon ennemi, tu vas te faire passer pour sa femme et tu vas essayer de le tuer. Neyla, elle, tout ce qu'elle veut, c'est sauver son père et sa famille puisqu'elle considère que c'est elle qui les a mis en danger et elle va donc accepter. Je pense que je vous ai déjà dit ce que j'avais à dire sur ce livre, très simple à lire, vraiment je vous le conseille si vous cherchez une lecture légère. J'avais reçu encore en service presse par NetGalley et encore en audio La femme de ménage de Frida McFadden, hyper connue. J'ai tellement aimé que je me suis acheté le livre direct pour le finir parce que je l'avais pas encore fini. On va suivre l'histoire de Millie qui sort de prison. Donc ça fait 10 ans qu'elle était en prison, on sait pas pourquoi. Et elle cherche un travail, elle n'arrive pas à garder celui qu'elle a. À chaque fois elle se fait virer. Elle postule donc pour être gouvernante dans la maison des Winchester et contre tout hasard, elle est acceptée. Elle va alors commencer ses missions de gouvernante. Elle va très vite découvrir que la femme Winchester est complètement folle alliée. En fait, elle fait tout pour que Millie démissionne, c'est pas possible. Heureusement pour Millie, le mari de Madame Winchester, lui, est tout l'inverse. Il est beau, il est charmant, il est séduisant. Elle va donc décider de rester. Mais il se passe des trucs de plus en plus bizarres dans cette maison et il semblerait que Millie va découvrir des secrets absolument abjects. Ce livre, c'est le thriller parfait si vous voulez débuter le genre. Vraiment, il est tellement addictif, il se lit hyper vite, les chapitres sont courts. Je pourrais pas dire qu'il est prévisible, mais je m'y attendais quand même un peu à ce qui allait se passer, c'est vrai. Cela dit, si vous n'avez pas l'habitude de lire des thrillers, clairement il va vous surprendre. Je vois pas comment on peut pas être surpris avec ce genre de livre. Il est vraiment hyper bien, moi je vous le conseille. Le tome 2 est sorti il y a pas longtemps en poche. Je vais le lire, c'est sûr, parce que c'est trop addictif. Et enfin, dernier livre, également un service presse pour ce mois de septembre, Assistant to the Villain. Ne faites pas attention à l'état de la couverture. Je l'ai trimballé tous les jours au travail pour le lire hyper vite, puisque j'étais vraiment happée par l'histoire. On va suivre cette fois-ci l'histoire de Evie qui ne trouve pas de travail. Elle aussi, visiblement, toutes les femmes dans mes livres ont besoin de travail. Mais elle le fait pas pour survivre elle-même, mais simplement pour nourrir sa petite sœur et son père qui est gravement malade et qui ne peut plus travailler depuis des années. Un jour, alors qu'elle rentre d'une énième journée où elle n'a pas signé de contrat, elle va tomber sur le vilain. Et la rencontre assez cocasse va amener à une offre d'emploi. Evie n'a pas le choix. Elle va dire oui puisque c'est ça ou ne rien manger. Au fur et à mesure, elle va commencer à apprécier son travail et même si elle va croiser des têtes coupées, des globes oculaires un petit peu partout, des cadavres, des pendus dans le manoir du vilain, elle va apprécier de plus en plus sa situation puisqu'elle est quand même assez confortable financièrement. Seulement un jour,
il y a une rumeur. Il paraîtrait que quelqu'un veuille faire du mal à son vilain à elle. Sauf qu'elle, elle veut pas. C'est pas possible. Elle l'aime bien, son vilain. Elle s'est attachée à lui. Et elle va donc essayer de tout faire pour démasquer le responsable et le coupable. Ce livre est hyper marrant, vraiment vous avez des joutes verbales entre les deux protagonistes, donc Evie et le vilain, qui sont à mourir de rire. En fait on est également sur une histoire d'amour entre deux protagonistes, mais je trouve que malgré le fait que le vilain soit un vilain, c'est hyper léger, hyper facile à lire. J'ai trop aimé et il me tarde d'avoir la suite puisque je pensais que c'était un one shot, pas du tout. Visiblement c'est une duologie. J'ai trop hâte de savoir la suite, surtout comment celui-ci finit. Incroyable, je veux trop voir l'évolution d'Evie dans cette histoire. On a fait la moitié, on va commencer le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre, j'ai commencé avec le tome 4.1 de la saga Keleana. Et j'ai fini le mois d'octobre également avec le tome 4.2. À savoir que ces livres, en fait c'est juste un seul. Je sais pas pourquoi la maison d'édition a décidé de le couper. Donc vous avez ici en fait les deux premiers tiers du livre et ici vous avez la fin. Forcément, sur le tome 4.2, ça s'enchaîne, ça s'arrête pas, mais c'est normal. C'est la fin d'un livre et là, enfin, on commence à découvrir le potentiel de la saga et je comprends enfin pourquoi tout le monde l'aime autant et je commence à faire partie de ces personnes qui l'aiment. Ensuite, j'ai lu également donc la suite de la saga Blackwater, donc la digue. Là, on est sur une suite de saga qui est très lente comparée au tome 1. On va suivre une famille assez riche, la famille Casquet. C'est une famille qui travaille dans une scierie et c'est celle qui a le plus de fortune dans le village de Perdido. Sauf que le problème, c'est que le village de Perdido fait assez régulièrement face aux crues. Donc vous avez la rivière de Blackwater qui traverse le village et lorsqu'elle est en crue, elle inonde absolument tout. Dans le début, encore une autre inondation. Tous les villageois sont à l'église qui sont un petit peu en hauteur. Et le fils Casquet avec l'un de ses esclaves, hein, je pense qu'on peut dire ça clairement, vont prendre leur petite barque et vont aller se balader dans le village pour voir les dégâts. Ils vont tomber sur un hôtel et dans cet hôtel, une femme. Elinor qui est hyper mystérieuse, Elinor qui vient de nulle part, Elinor qui ne sait pas raconter son passé, mais Elinor qui va se faire une place très importante dans la famille Casquet, même si la mère Casquet n'est pas trop d'accord avec ça. Ici, on avait vraiment un côté très fantastique. Dans le 2, on est sur, comme je vous l'ai dit, un roman beaucoup plus lent, beaucoup plus mou, avec beaucoup moins d'action, beaucoup plus de psychologie, mais assez douce. Enfin, vraiment, c'est que en surface, à part la fin, où on voit enfin qu'il se passe des trucs bizarres. Et je pense qu'à partir du tome 3, ça va s'accélérer. J'ai très hâte. Encore un service presse audio que j'ai eu de la part de NetGalley. Cette fois-ci, c'est une romance Love on the Brain où on va suivre Bee qui vient de décrocher le job de ses rêves. Elle va devenir chef de projet pour développer un casque neuronal qui a, honnêtement, je sais même pas qu'est-ce qui va faire exactement ce casque. Mais là n'est pas la question puisque Bee, malgré qu'elle soit hyper contente, va devoir travailler main dans la main avec l'une des personnes qu'il a détestées au lycée. Malgré son agacement, Bee va essayer de rester professionnelle et va essayer de travailler correctement avec lui. Et vous allez voir que l'agacement n'est peut-être pas ce qu'elle pensait au final. J'ai adoré écouter cette romance en audio. Elle s'écoute hyper vite, mais il y a un truc que je ne referai pas. Je n'écouterai plus de smut, c'est pas possible. Le smut, je ne peux plus l'écouter. Je ne peux pas en fait. C'est d'une gênance, je trouve, totale. Le livre a été écrit par Ali Hazelwood qui est hyper connu dans les romances, mais il est, je trouve, grave prévisible. Il y a certaines choses sur le personnage de Bee qui m'ont assez agacée. Elle ouvre peut-être sa bouche un petit peu pour rien, mais voilà, c'était plaisant, c'était facile, c'était simple à écouter. Ça s'écoutait tout seul, même si, comme je vous ai dit, en audio, si pendant 2 minutes on n'était pas focus et attentif, on loupait pas grand-chose. Dès le début, on sait très bien comment l'histoire va se finir, on sait absolument tout, il y a aucun plot twist, clairement, vraiment, enfin, si, il y en a, mais il y en a aucun qui m'a
surprise, mais le fait que ce soit aussi prévisible ne m'a pas spécialement dérangée. Ensuite, je me suis dit, allez, c'est le moment, essaye de te replonger dans une fantaisie adulte. J'ai donc lu mon premier Stéphane Plateau, Le Sentier des Astres, donc le tome 1, Manèche. On va suivre un groupe de personnages qui se trouvent dans une gabarre. Donc une gabarre, c'est un bateau viking comme ça. On va suivre vraiment tout un groupe qui essaye de remonter les rivières pour trouver une personne en particulier. Cette personne, c'est un oracle et cet oracle va possiblement les sauver, littéralement sauver leur peuple de la mort. Au moment de leur périple, ils vont tomber sur un homme qui dérive sur une branche dans la rivière. Il y en a un qui va dire hey, on va quand même essayer de le sauver. Ils vont le sauver et cet homme va miraculeusement guérir quand même assez rapidement. Le barde de la gabarre va être chargé de l'interroger afin que cet inconnu lui délivre son histoire. Cet inconnu va se faire appeler le bâtard et cet inconnu, plutôt que de dire qui il est et pourquoi il est là, il va préférer tout raconter du début, c'est-à-dire de sa naissance. Vous allez donc suivre le récit de l'équipe dans la gabarre et de ce fameux bâtard, savoir qui il est et comment il en est arrivé là. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Stéphane Plateau, c'est la beauté et la qualité de sa plume. Vraiment, j'aime beaucoup lire les auteurs français, surtout en fantasy adulte, car on arrive très facilement à plonger dans leur univers, surtout quand ils ont une plume aussi belle. La dernière fois que j'ai trouvé une plume vraiment magnifique, c'était Philippe Jaworski avec le livre Gagner la guerre. Celui-ci, il l'égale pas, clairement, mais il est quand même assez proche. On est ici sur un récit où la fantaisie est très présente, où les mythes et les légendes font qu'un avec l'univers. Et on est sur un livre avec une complexité politique hyper riche. J'ai eu du mal à comprendre, moi, les différents camps, les différents enjeux de la guerre, et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu freinée dans ce livre, même si la plume était très jolie, et j'ai eu vraiment un petit peu du mal à comprendre tout cet univers et toute cette complexité qu'il a essayé de créer. Après, c'est que le tome 1 d'une saga, mais du coup, ça me donne pas forcément envie de me plonger immédiatement dans le tome 2. Ensuite, j'ai lu Le Roi déchu de L.J. Andrews, donc qui est le tome 1 d'une saga parallèle à une saga qui existe déjà. Mais on n'est pas obligé de lire la saga initiale. L'autrice a fait une note comme quoi on n'est pas obligé de lire la saga initiale si on veut comprendre celui-là, mais qu'on serait spoilé de certaines informations dans la saga initiale. Moi, j'ai pas lu la saga initiale, ça m'a pas dérangé et je compte pas la lire, je pense pas en tout cas. On est là sur une fantaisie maritime où on va suivre Eric qui est un prisonnier, mais sa prison est un peu bizarre puisque sa prison en fait c'est le côté d'un monde. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Et il va être libéré par la fille du roi qui, elle, vit dans l'autre monde. En fait, je pense qu'il faut que vous le lisiez pour comprendre, mais en fait, il faut plonger dans la mer et l'océan pour pouvoir atteindre la prison et pour pouvoir en sortir. Un jour, Livia va malencontreusement ouvrir les portes et va permettre à Eric de venir dans son monde et donc de libérer de sa prison. Eric, lui, il va choisir de faire prisonnière Livia et de l'emmener dans son monde, mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que Livia ne soit pas une petite princesse toute douce, toute frêle et toute innocente. Loin de là, Livia n'est absolument pas innocente. Livia a clairement une attirance pour Eric. Et on va dire que les deux vont pas s'en cacher. C'est pas slow burn du tout. Ça va commencer très vite, ça va commencer très fort. Et on est sur une romance qui est très présente, mais quand même un world building qui est également bien construit, avec un univers politique qui prend vraiment en ampleur au fur et à mesure et surtout sur les derniers chapitres. J'ai bien aimé ce livre. Par contre, gros point négatif, c'est la surutilisation du surnom Ma Belle dans ce livre-là, mais c'est pas le pire que j'ai lu ces 4 derniers mois. Le dernier service presse que j'ai à vous présenter de ces 4 derniers mois, c'est Atalante de Cassandre Lambert que j'ai reçu grâce à la maison d'édition Didier Jeunesse, où on va suivre simplement la vie d'Atalante. Je ne sais pas si vous connaissez déjà un petit peu le mythe, mais Atalante est une enfant qui a été bénie des dieux. Lorsque elle est née, elle a été abandonnée au pied d'une montagne. Plusieurs dieux et déesses se sont penchés sur elle et lui ont donné des dons. Atalante est donc une personne qui a un énorme potentiel, que ce soit dans la course ou dans le tir à l'arc, et elle va s'en servir. Elle va être recueillie d'abord par une ours, ensuite par des humains, et elle va au fur et à mesure
apprendre à développer ses capacités. Un jour, une oracle va lui donner son avenir. Si jamais elle tombe amoureuse, elle risque de courir à sa perte. C'est pas elle risque, elle va courir à sa perte. Vous allez donc la suivre, vous allez donc suivre comment elle va essayer de se sortir d'un possible mariage. J'ai énormément apprécié ce livre-là, j'avais déjà lu la duologie de Cassandre Lambert, L'Empire des femmes. J'ai retrouvé vraiment sa plume très féministe et très engagée dans ce livre. Je l'ai énormément apprécié. C'était pas un coup de cœur, mais clairement, on n'en était pas loin. On passe maintenant à mon plus gros coup de cœur de cette vidéo. Je pense qu'on pourra difficilement le détrôner. Boom Season de Samantha Shannon. J'ai pas lu celui-ci exactement. J'ai lu le format poche parce que je voulais le lire avant la sortie de la version reliée, revisitée, qui est vraiment de toute beauté. J'ai rarement vu un livre aussi beau. Et oh là là, ce livre était vraiment incroyable. Paige est une jeune femme qui a des capacités. C'est une rêveuse. Elle fait travail pour la pègre et un jour, elle va se retrouver emprisonnée car elle est coupable de 2 meurtres. Elle se fait capturer et elle est envoyée à Oxford. Vous allez me dire, Oxford, pourquoi ? C'est une école, pas du tout. Dans ce monde-là, Oxford, c'est une prison. Dans la prison, elle va être mise et protégée par Arcturus, qui est quelqu'un de très haut placé. C'est pas le premier de la prison, mais c'est le deuxième, on va dire. Et tous les deux, ils vont essayer de travailler un petit peu sur ses capacités. Vous allez découvrir énormément de choses dans ce livre. Un world building avec un système de magie absolument incroyable. Je pense que c'est le plus complexe et le plus complet que j'ai jamais lu. Même en dehors de Brandon Sanderson et Fils des Brumes. Ouais, ça, pour moi, ça le dépasse largement. On est sur des personnages full moraligrés, on est sur un univers de complot politique, de magie, comme je vous ai dit, hyper complexe, hyper dense, ça peut en dérouter. En fait, il y a tellement d'informations dans ce livre que si vous n'êtes pas habitué à la fantaisie adulte, ça peut un petit peu vous dégoûter et je pense qu'il faut s'accrocher parce que clairement, à partir de 200-300 pages, vous commencez un petit peu à réussir à assembler en fait les pièces du puzzle et vous comprenez un petit peu tout l'univers que Samantha Shannon a créé. C'est juste incroyable. J'ai lu ensuite un livre auto-édité de R11 d'Or, donc j'ai participé à sa campagne Ulule. Je recevrai la trilogie de Masques et Monstres en avril, je crois, ou en mai, je ne sais pas. Mais j'avais ce livre-là d'elle dans ma palle. J'ai décidé de le lire. C'est une romance entre 2 antagonistes. On va suivre... Oh, j'ai oublié les noms encore, je vous jure, c'est incroyable. On va suivre Ilut, qui est une succube qui se voit réaliser un défi. Son défi à elle, c'est de réussir à séduire Alban. Alban, aka le misogyne. Sa vie a fait qu'il est devenu un homme qui n'aime pas les femmes. Je dirais plus même qu'il déteste les femmes. Et il s'est juré de ne jamais tomber amoureux et de ne jamais avoir de relation avec des femmes. Ilut, elle, doit le séduire, doit faire en sorte qu'il tombe amoureux de lui. Mais pas sous n'importe quelle forme, non. Elle va devoir le faire sous un corps de licorne. On est sur un livre hyper noir, hyper sombre, avec des trigger warnings hyper prononcés, une violence et une description très importante, très impactante. Si vous n'aimez pas les descriptions détaillées de certaines choses telles que le violet, ne lisez pas ce livre. Surtout de la fin, je vois pas comment en fait je pourrais vous parler de ce livre sans essayer de trop vous spoiler, mais j'aime beaucoup la plume de R11 d'Or. Elle va droit au but, elle est directe, elle est incisive, elle ne tourne pas autour du pot, elle n'y va pas par 4 chemins et c'est vraiment ce que j'apprécie. Ces personnages sont toujours très justes et là je pense surtout au livre que j'ai lu d'elle qui est L'ours et la renarde avec des personnages très attachants. Là c'est pareil, vraiment des personnages très attachants, très moraligrés, qui ont des cicatrices très importantes qui font qu'ils sont ce qu'ils sont en fait. Des humains avec énormément de défauts. Ma plus grosse déception de ces 4 derniers mois, et pourtant il a été plébiscité par tout le monde, que ce soit sur le Booktube, le Booktok ou le Bookstar, Powerless de Lauren Roberts, j'ai oublié son nom. Je l'ai lu pour une seule raison, on devait en fait attention, je vais faire criser certaines, on devait se la noter avec une amie, on avait décidé en fait de se la noter, donc vraiment tout au long des pages, je vais un peu trop vite, vous voyez pas, mais tout au long des pages,
Je pense que c'est même pas cadré, donc vous verrez pas. Tout au long des pages, j'ai annoté le livre, j'y ai mis mes impressions, mes réactions, mes expressions, etc. pour qu'elle puisse le découvrir en possiblement le relisant. Elle aussi est en train de le lire et en train de me l'annoter. Je relirai pas ce livre puisque clairement, j'ai pas aimé. On va suivre l'histoire de Paidin qui est une jeune femme sans pouvoir. Le problème, c'est que dans ce monde-là, les jeunes femmes qui n'ont pas de pouvoir, ou même les gens en fait, hein, qui n'ont pas de pouvoir, doivent être tuées. Et pas par n'importe qui, par Kai, Kai qui est le prince. C'est le prince exécuteur, en fait, c'est lui qui s'occupe de tuer tous les gens sans pouvoir. Un jour, elle va se retrouver à devoir participer à des jeux mortels qui visent à trouver la personne qui a le pouvoir le plus important. C'est assez glorifiant pour eux. Ceux qui réussissent et qui sortent gagnants de ce jeu-là sont considérés comme ceux qui sont les plus forts grâce à leur pouvoir. Seulement, Paidin n'a pas de pouvoir et Paidin va devoir survivre. Surtout que ce fameux prince Kai, ce fameux prince qui tue les personnes qui n'ont pas de pouvoir, fait aussi partie de la compétition. J'ai pas aimé ce livre pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est clairement un copier-coller de Hunger Games. On parle pas d'une inspiration, on parle clairement d'un copier-coller. Le déroulé des épreuves, tout ce qui se passe avant, après, c'est Hunger Games, clairement. Je n'ai pas aimé non plus la relation entre les deux protagonistes qui est, je trouve, assez soporifique. Ouais, dès qu'ils étaient ensemble, j'avais envie qu'ils repartent dans les épreuves, quitte à se faire tuer, c'est pas grave. Et le seul point positif que je trouve à ce livre, c'est que Paidin lance des répliques qui sont marrantes. Voilà. Mais sauf qu'un roman de 600 pages ne peut pas tenir grâce à 5 répliques marrantes. Une grosse déception. Et en plus, regardez la qualité du relié. Clairement, c'est une blague. C'est une grosse blague. 26 € pour un livre qui déteint comme ça. J'en connais certaines qui n'ont même pas touché au livre, il a déteint. Comment c'est possible de nous vendre un livre comme ça en fait? Autant l'intérieur il est nul, bon, c'est pas toi qui l'as écrit, c'est pas la maison d'édition qui l'a écrit, on va pas leur taper sur les mains. Mais alors, la qualité du livre comme ça, c'est pas possible. De nos jours, c'est pas possible. Encore une déception, L'épée de la vérité de Terry Goodking. Ce livre-là, j'avais les 5 dans ma palle parce que ma mère les avait lus, me les avait donnés. Les 5 premiers. Je comprends pas comment elle est passée en fait au tome 2 après celui-ci. On va suivre Richard qui se voit attribuer le pouvoir de sourcier. Donc en fait le pouvoir de sourcier c'est celui qui détient l'épée de la vérité, hein, comme se nomme le nom de la saga. Cette épée a énormément de pouvoir et celui qui a l'épée de la vérité en gros triomphe. Clairement, là on est clairement sur un livre très manichéen, le bien contre le mal. Un jour il va rencontrer Callan qui est une inquisitrice en fait d'une autre terre et qui cherche Z qui est lui un grand sorcier. Ça tombe bien, Richard connaît Z, ils vont tous les deux le retrouver et c'est à ce moment-là justement qu'il a son pouvoir de l'épée de la vérité, donc qui est un pouvoir de grande justice. Lorsqu'ils sont réunis tous les trois, ils vont découvrir qu'il y a un mal qui rôde sur les terres de Callan et ils vont essayer de partir en quête de justice et pour essayer de défaire cette personne qui veut du mal à tout le monde. J'ai pas aimé ce livre parce que j'ai pas du tout réussi à m'attacher à Richard qui est un personnage principal, donc qui est le personnage avec qui on est censé suivre l'aventure et pourtant vraiment j'ai pas compris ses réactions. Il y a trop de choses qui se passent dans le livre. Vous voyez, il y a des livres comme Powerless où on s'ennuie. Dans ce livre-là, il y a trop de choses qui se passent. Vraiment, il aurait dû ralentir. Enfin, on est sur un livre de 1000 pages. J'ai déjà lu des livres de 1000 pages sans avoir aucun attachement. Donc en fait, on passe d'une scène à une autre sans vraiment arriver à comprendre le lien. Il y a certains protagonistes et antagonistes qui arrivent de nulle part et du coup on se retrouve sur 300 pages de glauquerie impossible. Bref, j'ai pas du tout aimé. J'ai lu ensuite le tome 2 donc de Justine Tiffany, Angélion, Illuminer les morts, où là, bon, je vous ai déjà raconté un petit peu ce qui se passait dans le tome 1, je vais pas vous refaire un résumé, mais ce tome-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. On est un pas en plus dans la fantaisie adulte, toujours autant de violence, toujours autant d'enfants qui meurent, merci Justine. C'est utile, voilà, même si ça sert fortement mon cœur, c'est utile à l'histoire, c'est utile pour comprendre pourquoi les choses sont comme ça et j'ai vraiment très hâte de lire le tome 3.
Et enfin, je me suis mis à jour sur la saga du Pont des Tempêtes, donc l'héritier insoumis, le tome 3. Cette fois-ci, on va pas suivre Lara et Aren, on va suivre Kéris et Zara, qui sont deux autres protagonistes, donc Kéris, qui est le frère de Lara. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, vous avez un monde qui est ici. Vous avez Maridrina qui veut conquérir le pont, qui rejoint les deux continents. Et au milieu, vous avez Itikana. Itikana qui est le pays, enfin le groupement d'îles qui détient le pont. Ok, jusque là, c'est plutôt clair. Vous avez donc le roi de Maridrina qui veut avoir le pont et pour ça il va former plusieurs jeunes femmes à se marier au roi d'Itikana pour pouvoir le tuer et avoir l'accès au pont. C'est Lara qui est envoyée du coup auprès de ce roi, mais malheureusement au lieu de le tuer, Lara tombe amoureuse d'Aren en même temps. Un mec comme Aren, je vois pas comment on pourrait ne pas tomber amoureuse de lui. Il se passe certaines choses dont je ne vais pas trop vous spoiler, mais il se passe certaines choses qui font qu'au final, effectivement, le pont arrive quand même aux mains du père de Lara. Et dans ce livre-là, on va donc suivre Kéris, qui est le frère de Lara. Donc un des frères de Lara, parce que le père de Lara et de Kéris préfère avoir un harem plutôt qu'être monogame. Donc a plein d'enfants et plein de femmes. Kéris, lui, va tomber amoureux de Zara. Zara qui est la personne avec laquelle il ne faut pas qu'il tombe amoureux puisque c'est sur régence du continent du haut que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne vais pas vous en dire plus. On a des personnages qui sont radicalement différents de Lara et Aren. On a une morale qui est beaucoup plus douteuse dans celui-ci que dans le 1. Mais pourtant, en fait, c'est clairement des humains avec leurs propres faiblesses. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'est ficelé. J'ai beaucoup aimé la manière dont c'est raconté. Daniel L. Johnson a une plume très simple, mais du coup, qui permet de nous plonger immédiatement dans l'histoire. On est avec Kéris beaucoup plus dans la manigance politique. Dans le tome 1, je trouvais que c'était vraiment très effleuré. Dans le tome 2, beaucoup plus. Et là, on a vraiment une autre facette des complots politiques qui est tout aussi entraînant. J'ai enfin fini. Plus d'1 heure de rush. C'est assez rare que je tourne des vidéos aussi longues, mais j'avais besoin de vous faire un énorme récap de tout ce que j'avais lu, puisque je prenais jamais le temps. Ça va me prendre un temps phénoménal à monter, je m'en doute, mais je vais essayer de la sortir le plus rapidement possible, parce que j'ai tellement d'idées de vidéos, je vous ai dit qu'il faut que je les fasse. Juste, je prends pas le temps de les faire, c'est dommage. En tout cas, merci si vous êtes toujours là de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous m'avez regardé comme moi avec un petit thé. Il est froid maintenant, mais il est toujours très bon. À bientôt!